Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où je continue ma série d'interviews. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe Feldman. Bonjour Monsieur Feldman. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Vous êtes agrégé des facultés de droit, ancien professeur des universités, maître de conférences à Sciences Po, avocat à la Cour de Paris. Et donc vous avez beaucoup de casquettes puisque vous êtes aussi chercheur à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Alors, je précise tout de suite qu'une des questions que je vais vous poser a été posée sur Question R, le nouveau média citoyen participatif qui permet d'obtenir des réponses des personnalités aux questions des citoyens. Et donc, j'invite ceux qui nous regardent à créer un compte. C'est rapide et gratuit. Et pour le lancement, la première question posée est offerte. Donc, n'hésitez pas. Alors, on commence justement par cette question. Donc, je vais la partager ici pour que tout le monde la voit bien. Donc, vous la trouverez sur questionr.io. Alors, la voici, si vous n'arrivez pas à lire, c'est un peu petit. Le phénomène #Nicolas Quipet pourrait-il être un réveil du libéralisme en France? Alors, c'est une question qui est un peu difficile parce qu'on ne sait pas trop qui est ce Nicolas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça n'est pas Nicolas Sarkozy, manifestement. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a eu, je pense que vous l'avez eu, un article, et d'ailleurs une du Figaro Magazine il y a très peu de temps, sur, j'allais dire, ce phénomène médiatique sur Internet de ce Nicolas Quipet. Et on en a su un petit peu plus puisque le Figaro Magazine a interviewé la personne qui serait donc derrière ce Nicolas, ou ce Nicolas Quipet. Et ce qui était intéressant, c'est que cette personne nous a dit qu'elle était en réalité, je cite, un minarchiste identitaire. Donc, un minarchiste, ça veut dire un partisan de l'État minimal. Ça veut dire, en termes techniques, que ça n'est pas un anarcho-capitaliste, contrairement au président argentin Milei. C'est-à-dire que ça n'est pas une personne qui souhaite la disparition de l'État, ou même qui l'imagine, mais c'est une personne qui se situe dans le prolongement du libéralisme classique, c'est-à-dire un État minimum qui est chargé des fonctions régaliennes, à savoir la justice, la police, la défense, les relations internationales, et qui délaisse très grandement ou dans l'idéal totalement les autres missions. C'est-à-dire, en bref, un État réduit à sa plus simple expression compte tenu des budgets actuels, puisque en gros, les fonctions régaliennes de l'État, ça correspond pour l'État français à peu près 6% des dépenses. Donc ça veut dire que 94% des dépenses correspondent à l'État social en gros, ou à l'État-providence. Si on est, disons, large et compte tenu de l'augmentation prévisible du budget de la défense, on va dire que 90% des dépenses de l'État sont des dépenses qui correspondent à des dépenses de l'État-providence. Donc, si ce Nicolas Quipet est celui-là, je dirais qu'il sonne agréablement à mes oreilles. Et donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui pourrait participer à un réveil du libéralisme en France. J'ajoute, ce qui est très important, c'est que très souvent les gens souhaitent une offre politique, qui est certainement nécessaire, mais je pense que les libéraux ont toujours cru que le renouveau du libéralisme arriverait par la société civile et pas par le haut, par les hommes politiques, fussent-ils pour certains de qualité. En revanche, ce Nicolas Quipet nous a dit que c'était un minarchiste identitaire. Alors, le côté identitaire a fait jaser parce que certains ont qualifié ce Nicolas Quipet de raciste, de xénophobe, etc. Et donc, on se demande de qui il s'agit parce que je ne pense pas qu'un libéral puisse être identitaire, même si certains essayent de mêler un petit peu les deux termes. Donc, je suis un peu dans l'incertitude, je ne sais pas. Certaines choses m'intéressent énormément, d'autres moins. Très bien. Donc, votre réponse figurera sur le site
question R. Je vous remercie d'avoir répondu à ce citoyen. Alors maintenant, c'est des questions que je vous ai préparées. Donc, pourquoi l'impôt minimum sur les hauts revenus va-t-il apporter 40% de moins que prévu? Donc ça, c'est un thème que vous traitez à l'IREF. Alors, je vais répondre assez simplement. Je pense qu'il y a deux raisons principales. Il y a, je dirais, presque une raison volontaire et il y a une raison qui est totalement involontaire. La première raison, c'est qu'en réalité, les hommes politiques font des projections et on le voit, ces projections, ces prévisions sont quasiment toujours à côté de la plaque. Tout cela parce qu'on construit des budgets sur un certain nombre de variables et que systématiquement, on minore les dépenses et on accroît les recettes. Donc ça, c'est déjà le premier point. On a vu que ça a déjà fait beaucoup jaser depuis, en gros, la dernière dissolution. Il y a eu une commission d'enquête aussi qui a été menée sur le sujet et qui s'est arrêtée en vertu de la chute du gouvernement Barnier. Mais on s'est interrogé effectivement sur ce premier point. La seconde raison, elle est involontaire. C'est le fait que les hommes politiques se disent je vais créer un nouvel impôt et cet impôt, il va rapporter tant. Alors, le problème qui se pose, c'est que, premièrement, l'impôt, quasiment toujours, ne rapporte pas ce qui est prévu. Et surtout, ce qui est pire pour l'homme politique, c'est que les années suivantes, il rapporte encore moins. Parce que le problème, c'est que les hommes politiques, sans doute, feront un très grand pas vers la lucidité lorsqu'ils comprendront que les contribuables sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Donc, quand vous vous faites plumer une année, la deuxième année, vous vous faites moins plumer ou vous ne faites plus plumer. Alors, petite parenthèse, quand on parle beaucoup de la fameuse taxe Zuckman, du nom de l'économiste d'extrême gauche, qui nous dit d'ailleurs de manière très variable que sa mirifique taxe, qui est donc un impôt sur le patrimoine de 2% sur les méchants super riches, rapporterait de 15 à 25 milliards d'euros. Donc, vous voyez quand même, 15 à 25 milliards, ça fait quand même un écart qui est très important. Mais à supposer même que ce soit vrai la première année, croyez-vous que les super riches, qui sont des super méchants, mais peut-être aussi des gens super intelligents, vont se faire super plumer une seconde fois? Ça m'étonnerait fort. Parfait. Alors, autre question, pourquoi le gouvernement prépare-t-il, selon vous, une pénurie de médicaments en voulant baisser leur prix? Et là aussi, vous avez travaillé sur ce sujet à l'IREF. Alors, peut-être qu'on peut poser la question autrement. Je pense que le gouvernement prépare une baisse des prix, ce qui va entraîner une pénurie des médicaments. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est assez logique. À partir du moment où on a une sécurité sociale, c'est-à-dire un système qui est public, qui est un système qui est dépensier, dans le cadre d'un État qui est en quasi-cessation de paiement, il est logique que les hommes politiques essayent de minorer les dépenses. Alors, ils n'y arrivent pas, on le voit avec le gouvernement Bayrou, malgré peut-être la bonne volonté du Premier ministre, ils n'y arrivent pas. Eh bien pour la sécurité sociale, c'est la même chose, puisqu'on sait que depuis les années 1970, avec le plan Barre, etc., à peu près chaque année, on a un plan sur la sécurité sociale, et à peu près chaque année, on a une sécurité sociale qui est en déficit. Donc, on n'y arrive pas. Donc, pour ce qui concerne les médicaments, c'est logique que les médicaments coûtant cher, même si entre nous, l'hôpital public doit coûter un petit peu plus cher que les médicaments, eh bien, on veuille encadrer les prix pour les baisser, pour éviter que les méchants laboratoires privés se fassent de l'argent sur le contribuable français, en définitive. Sauf que le problème, c'est que quand on minore le prix des médicaments, quand on trafique le prix du médicament, un économiste distingué vous répondrait immédiatement qu'on casse par définition le marché, puisque le prix, c'est le baromètre. Et que effectivement, si vous êtes un producteur étranger, puisqu'on a fait partir à peu près toutes les entreprises françaises et toutes les capacités françaises, même d'ailleurs parfois des Français qui dirigent de très grosses entreprises à l'étranger, et qui trouvent des vaccins à l'étranger alors qu'on ne les trouve pas en France, je ferme la parenthèse, eh bien, ces personnes-là qui produisent des médicaments ou qui font produire des médicaments et qui doivent les vendre, préfèrent les vendre ailleurs qu'en France.
c'est logique. C'est de la simple logique économique, sauf que nos hommes politiques sont trop souvent nuls. C'est ça, vous faisiez référence, j'imagine, à Moderna, dirigé par un Français. Et voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Alors, autre question pour le président Macron s'est dit maoïste en 2017, mais personne ne s'en est jamais offusqué. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on l'a très fortement oublié. Alors effectivement, en 2017, il a dit en fait, il s'est référé directement à Mao Tse-tung en disant qu'un bon programme, c'est un programme qui marche. Alors, bon, a priori, vu le résultat de la présidence Macron, il n'a pas fait du Mao Tse-tung. Ensuite, il a fait des références indirectes plus que transparentes, puisqu'on a eu la révolution culturelle, nous a-t-il dit en 2017. Il y a eu la longue marche. Le mouvement macroniste, c'est En Marche. Donc, il y a des références directes. Bon, alors heureusement, le macronisme n'a pas produit les brillants effets tout de même du maoïsme. Il y a eu un petit peu moins de morts sur la route. Néanmoins, c'est vrai que c'est une référence. Alors, je ne sais pas si c'est de la provocation, je ne sais pas si c'est de l'humour. Il faut reconnaître que le président Macron est quelqu'un qui a quand même pas mal d'humour, donc je ne sais pas si ça se voulait humoristique. La référence à Mao Tse-tung, effectivement, va moins choquer en France que la référence à Hitler ou à d'autres. Et c'est vrai que les brillantes réalisations de Mao Tse-tung en dizaines de millions de morts, parce qu'on ne sait pas combien il y a de morts, comme le disait un soviétique, d'ailleurs je ne sais jamais si c'est Lénine ou Staline, un mort c'est un drame, 1 million c'est de la statistique. C'est Staline a priori. Donc, alors j'ai une question un peu afférente à celle-ci, c'est que sur le site questionnaire, justement, la question la plus financée est celle-ci à Macron. Pourquoi vous êtes-vous dit maoïste? Et donc, le financement atteint plus de 700 € maintenant. Et donc, on versera plus de 500 € à quiconque lui pose la question. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mécanisme? Parce que personne lui a jamais posé la question en 8 ans qu'il a fait cette déclaration. Et comme vous le disiez très justement, on l'avait presque oublié. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mécanisme-là? Est-ce que le citoyen peut ainsi, notamment les libéraux, mais pas que, se réapproprier l'agenda médiatique et poser aux hommes politiques les questions un peu qui dérangent et que les journalistes peut-être n'osent plus poser? Alors spécifiquement pour Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que comme il a à peu près tout oublié de ses promesses et de ses déclarations de 2017, je ne suis pas sûr même qu'il se souvienne d'avoir prononcé ces paroles. Cela dit, sur le mécanisme en lui-même, je suis toujours ouvert à l'initiative individuelle et à toutes les initiatives à partir du moment où elles ne sont pas financées par l'État. Très bien, ce qui est le cas de questionnaire, pas financé par l'État. Alors, autre question. Alors, j'imagine que vous le connaissiez bien, puisque vous êtes dans les sphères libérales, me disiez-vous, avant qu'on commence cette émission depuis des décennies. Donc, partagez-vous l'avis de feu Philippe Simoneau, qui déclarait « La France est un pays profondément anticapitaliste ». Alors, effectivement, feu Philippe Simoneau, que j'ai connu, a pu déclarer cela. Alors, entre nous, je ne pense pas qu'il ait inventé véritablement l'idée. Ça me permet de me faire de la publicité pour un de mes ouvrages, puisqu'en 2020, j'avais publié chez Odile Jacob un ouvrage qui s'intitulait « Exception française, histoire d'une société bloquée de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron », qui traitait d'un sujet assez proche, puisque je tentais d'expliquer pour quelles raisons il y avait une véritable exception française, et dans mon esprit, l'expression exception française n'était véritablement pas une expression reluisante. Je vais vous citer les grands thèmes de l'exception française. Absence de garantie de la liberté, amour immodéré de l'État et fonctionnarisme, donc c'est-à-dire la recherche des places de fonctionnaires. C'est moins vrai aujourd'hui parce que même les gens se détournent la plupart du temps de la fonction publique. On en reparlera peut-être. Catholicisme conservateur ou social, monarchie absolue et centralisation. On le voit encore ces derniers jours avec Emmanuel Macron. Constitution défectueuse, corporatisme et marché politique, égalitarisme forcené, j'ajouterais envie et jalousie, mépris du commerce depuis l'Ancien Régime, gauche marxiste, syndicats extrémistes, tendance protectionniste et anticoncurrentielle. Et ce que je disais, c'est que ce qui fait la spécificité de la France, ça n'est pas tel ou tel
de ses caractéristiques, parce qu'on peut les retrouver dans d'autres pays. Ce qui fait la caractéristique de la France, selon moi, malheureusement, malgré beaucoup de qualités par ailleurs, c'est le fait qu'il y ait une conjonction de ses défauts. Oui, alors ça fait un bilan un peu pessimiste, mais assez réaliste. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur et on est beaucoup de Français, malheureusement, à subir un peu tout ça. Et je ne saurais que vous donner raison. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler le titre de votre livre? Parce que du coup, je ne le connaissais pas. Et vous avez certainement pas été beaucoup invité dans les médias, malheureusement, puisque là aussi, ils font partie un peu de ce système-là. Oui, alors j'ai été invité dans quelques médias. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand vous êtes libéral, vous êtes souvent plus invité sur les médias du service public que sur certaines radios, certaines télévisions du secteur privé. C'est assez extraordinaire même. Alors c'est vrai que quand on est invité sur le service public, vous n'êtes plus réinvité après. Enfin, vous n'êtes plus invité après, donc vous n'êtes plus réinvité. Et alors que sur certaines radios ou certaines télévisions du secteur privé, vous n'êtes pas invité du tout. Voilà, c'est assez amusant. Donc, je répète le titre du livre qui s'appelle « Exception française, histoire d'une société bloquée de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron ». Je ne pense pas que ça marche. Je l'ai à côté parce que… Ah bah si, ça marche. Si, on voit très bien, voilà. Ah oui, ça floute un peu. Bon, voilà, il faut tenir à distance. Voilà. Donc, on peut le trouver sur Amazon, j'imagine. Oui, tout à fait, voilà. Donc, ça fait… Alors, je suis désolé, si vous pensez l'amener à la plage, ce n'est pas l'idéal, parce que ça fait 520 pages quand même. Ouais, mais vous avez des choses à dire. Voilà, j'ai des choses à dire. Je ne sais pas, mais en tout cas, si je n'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai pas mal délayé ce que je n'avais pas à dire. Voilà. Très bien. Alors, une question un peu dans le prolongement de la précédente. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre la persécution des protestants pendant 3 siècles en France et l'esprit anticapitaliste qui domine aujourd'hui dans notre pays? Alors, dans cet ouvrage, je consacre un chapitre au rapport entre la France et la religion. Alors, la question pourrait m'amener à faire de très très longs développements, mais je vais m'en tenir à l'essentiel, bien entendu. Il faut se souvenir que la France, c'est un pays gallican. On l'a oublié, mais c'est la fille aînée de l'Église. C'est quand même l'État le plus important et la royauté la plus importante pour la papauté. C'est l'État phare de la chrétienté. Et donc, ça a, de manière évidente, marqué la France, qui, ne l'oublions pas, était catholique en gros à 97% au milieu du 19e siècle. Alors évidemment, les choses ont bien changé depuis. Votre question renvoie, bien entendu, aux thèses de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, que j'analyse en détail dans mon ouvrage. C'est un ouvrage qui est pourtant clair, qui n'est pas très long, beaucoup moins que mon ouvrage. Et Max Weber n'a jamais dit que le protestantisme produisait le capitalisme. Au demeurant, c'était quelqu'un de trop intelligent pour dire ce genre de choses. Ce qu'il nous dit, c'est que il fait une recherche pour savoir s'il y a certains facteurs qui favorisent ce qu'il appelle la mentalité capitaliste. Je ne rentrerai pas dans sa définition sur le capitalisme, qui pourrait d'ailleurs être considéré comme un peu contestable, mais peu importe. Et ce qu'il explique, c'est que certaines sectes protestantes, parce qu'il ne faut pas oublier que le protestantisme, c'est pas comme le catholicisme. Le catholicisme, c'est le catholicisme. Le protestantisme, c'est divisé en de nombreuses sectes plus ou moins importantes. Et il explique que certaines sectes protestantes ont favorisé, en plus de manière contre-intuitive finalement, le développement du capitalisme. Mais encore une fois, il a voulu ainsi s'opposer à la conception matérialiste du marxisme, mais contrairement à ce qu'on croit, il n'a pas voulu donner une explication causale, univoque du capitalisme. Alors, certains l'ont critiqué derrière en ne comprenant peut-être pas très bien ce qu'il a voulu dire, mais si je prends la thèse qui a pu être développée d'ailleurs par certains auteurs en disant Max Weber a dit que protestantisme égale capitalisme, certains ont quand même fait des études très intéressantes pour démontrer que finalement, il y a certaines régions capitalistes, même au sein d'un même pays, qui pouvaient comprendre plusieurs religions qui étaient plus développées que certaines régions protestantes.
Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Cela dit, c'est vrai que quand on regarde les pays anglo-saxons, ils sont protestants et qu'a priori, ils sont plutôt développés. Voilà. Et si on prend la globalité des pays, catholiques, ils ne sont pas toujours développés. Voilà. Même la question de savoir quelles ont été les conséquences de l'expulsion, de l'expulsion des protestants qui ne voulaient pas se convertir. Bon, c'est pas le fait qu'on ait mis à la porte les protestants, c'est qu'on a mis à la porte les protestants qui ne voulaient pas partir. Je ne rentre pas non plus dans les détails entre les j'allais dire les religieux professionnels entre guillemets et les simples adeptes. Il y a eu encore des ouvrages assez récents sur le sujet. On n'est pas tous d'accord sur le nombre même de personnes qui se sont exilées. Ce qui est sûr, c'est que cette décision a été une décision d'abord profondément liberticide, bien entendu, même s'il faut replacer dans le contexte. Bon. Ensuite, une décision profondément imbécile. Et enfin, une décision parfaitement profitable à nos voisins, puisqu'ils ont pu très souvent bénéficier de professionnels très aguerris dans certains domaines. Donc, tant mieux pour les autres. Voilà. Est-ce qu'on en souffre encore aujourd'hui en France? Ce qui est sûr, c'est que les protestants, ça ne représente pas grand-chose en France sur le plan quantitatif. Hein. Il y a 1 million de protestants en France, il y a 68 millions de Français, il doit y avoir 600 000 juifs, je crois, et évidemment, aujourd'hui, il y a un nombre indéterminé de musulmans. Donc, il est évident que l'influence du protestantisme est quand même relativement limitée pour notre pays aujourd'hui. Il y a quand même des personnes de très haut niveau qui sont protestantes. Ce n'est pas toujours une preuve de qualité, parce qu'il y a pas mal de protestants aussi dans le monde politique qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres. Hein. Sur ce point, dans le monde politique, ce n'est pas sûr que ce soit une très bonne chose d'être protestant. En tout cas, ce n'est pas forcément mieux que d'être catholique ou autre. Voilà. Cela dit, il est évident que ça a été une décision qui a été assez dramatique, qui a été scandaleuse. Pas revenir sur les dragonnades et d'autres moments qui sont évidemment qui étaient inadmissibles à l'époque et au regard de quelqu'un de contemporain encore plus. C'est sûr que ça n'a pas favorisé très certainement malgré tout le développement du capitalisme en France. Disons les choses assez clairement sans tomber dans le matérialisme ou l'explication univoque. Oui, je précise, parce que vous y avez fait référence, donc c'est la révocation de l'édit de Nantes qui a provoqué cette fuite notamment et beaucoup de persécutions ensuite. Alors, autre question, pourquoi Frédéric Bastiat, qui était français, est-il plus connu aux États-Unis qu'en France? Alors, Frédéric Bastiat est un auteur que je connais bien. Si certains ne l'ont pas lu, je vous conseille de le lire. C'est un des auteurs les plus amusants, les plus profonds et qui écrivent le mieux du libéralisme classique français. Voilà. Alors, d'abord, on oublie que, contrairement à des poncifs, il y a un libéralisme français, qu'il y a une tradition libérale française, et je dirais même, peut-être de manière provocante, qu'à un certain moment, on était certainement numéro 1 mondial de la pensée libérale, tout simplement parce que je pense que la première moitié du 19e siècle est celle du libéralisme français, avant d'être celle du libéralisme anglais, où il y a eu évidemment beaucoup d'auteurs très importants en Angleterre. Et je pense que sur la mécanique intellectuelle, notamment si vous prenez Benjamin Constant et Frédéric Bastiat, on atteint quand même des cimes intellectuelles. Je vais vous faire une petite anecdote pour vous répondre aussi. J'ai beaucoup travaillé sur Bastiat et à un moment, je faisais de la recherche à un moment où l'Internet n'était pas développé comme aujourd'hui. Il fallait vraiment se déplacer, ce qui avait des avantages et des inconvénients. Et donc, je suis à la Bibliothèque nationale, ça s'appelait Bibliothèque nationale à l'époque. L'horrible bâtiment mitterrandien n'existait pas encore. Donc, on était, je crois, en salle Labrousse, si mes souvenirs sont bons, peu importe. Et je commande des ouvrages et à un moment, j'ai un doute. J'essaie de commander tous les ouvrages possibles et imaginables en langue française déjà qui existent sur Frédéric Bastiat. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a un ouvrage bizarroïde et ça s'intitule, je crois, Bastiat ce géant. Bon,
Donc, je le commande quand même. À l'époque, c'est un peu embêtant parce que c'est l'administration française. Donc, on ne peut commander que 12 ouvrages, je crois. Donc, si vous vous trompez d'ouvrage, ben, c'est plus que 11. Je fais une petite parenthèse. J'ai étudié à Harvard. J'avais une carte d'accès à la bibliothèque de Harvard où j'ai fait une thèse sur les États-Unis, sur le fédéralisme américain au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, j'avais besoin de traverser l'Atlantique. Et j'avais tous les ouvrages devant moi en accès libre. Voilà. Donc, ça me changeait. En France, évidemment, pas question d'aller dans les réserves, ça va de soi. Et donc, si vous aviez le malheur de vous tromper de référence ou je ne sais quoi, ben, c'était terminé. Il fallait revenir un autre jour si vous deviez consulter les ouvrages. Bien, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé aujourd'hui, même si on a plus d'ouvrages en accès libre à la BNF. Et donc, j'ai cet ouvrage qui arrive et j'ai un magnifique rugbyman qui est en train d'essayer de prendre. Alors, pour ceux qui connaissent le rugby, Bastia, c'est le nom d'un grand joueur de rugby français de l'équipe de France des années 1970. Voilà, donc c'est ça qui est arrivé sur ma table de la Bibliothèque nationale. Donc, il y a très peu de choses en français. Mes amis libéraux ont essayé de développer un petit peu Frédéric Bastiat. Mon maître Jacques Garello a dirigé un ouvrage sur Frédéric Bastiat. Les presses universitaires de France, dans la collection Libre-Échange de mémoire, ont publié les œuvres choisies de Frédéric Bastiat, mais il y a quand même très peu de choses. Si vous parlez de cela, même à des gens qui sont spécialistes de l'histoire de la pensée ou de l'histoire connaissent très peu Frédéric Bastiat. Donc effectivement, a priori, les Américains le connaissent beaucoup mieux. Ronald Reagan a appris le libéralisme, entre autres, grâce aux ouvrages de Frédéric Bastiat. Voilà, donc il est évident que le jour où on trouvera un homme politique français qui nous dira j'ai étudié le libéralisme et je suis tombé dans la marmite du libéralisme grâce à Frédéric Bastiat, eh bien, je pense que les poules auront des dents. Oui, c'est là, moi j'ai constaté une vraie influence de la France aux États-Unis avec des personnalités comme Bastiat, mais aussi Calvin, Montesquieu et beaucoup d'autres qui sont souvent plus connus là-bas que chez nous. Et, alors, si Calvin je peux ajouter quelque chose, je me souviens, moi qui ai toujours été très mauvais en anglais, bien que j'ai fait une thèse donc, sur les États-Unis, et je me souviens que j'avais un professeur d'anglais et on sympathise, on parle, et il me dit, alors je lui parle, je ne sais pas pour quelle raison, de Ludwig von Mises, le grand économiste autrichien du XXe siècle, et elle me dit, mais oui, je connais très bien. Je suis extrêmement étonné qu'un professeur d'anglais connaisse Ludwig von Mises. Bon, je dis, voilà une dame qui a une énorme culture. Et elle me disait, mais nous avons appris l'économie aux États-Unis, dans mon État, dans mon école, sur les grands principes de Mises. Voilà. Donc, c'est, je crois, la différence entre les États-Unis et la France. Alors, je ne dis pas qu'on étudie toujours Mises aux États-Unis. A priori, ce n'est pas toujours le cas sur la côte Est, notamment, et en Californie. Mais il est indéniable que je crois qu'il y a peu d'enseignants français, peu d'enseignants en anglais qui aient lu Ludwig von Mises à l'école. Oui, puis on pourrait rajouter que la grève, par exemple, d'Ayn Rand avait mis plus de 50 ans à être traduite par Alain Laurent et des belles lettres. Voilà. Et Atlas Shrugged, qui est quasiment intraduisible, a été traduit en La Grève. Voilà. Alors, justement, quel est le livre libéral le plus important d'après vous et pourquoi? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce qu'on vous envoyait d'autres? Alors, c'est une question qui est très difficile. Très, très difficile de vous répondre. Moi, je vais vous dire par qui j'ai été marqué et tout particulièrement, le premier auteur qui m'est marqué, c'est Friedrich Hayek, qui est selon moi le plus grand penseur libéral du XXe siècle, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit critique ou pas critique. Pourquoi? Parce qu'il disait que un bon économiste, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement économiste, mais entre nous, un bon juriste, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement juriste, etc., etc. Donc, c'était un esprit encyclopédique qui a été formé en droit. Il a fait 2 thèses en droit et en sciences politiques. Entre nous, d'ailleurs, comme il n'y avait pas de thèse d'économie à l'époque,
en Autriche. Bon, je crois qu'il a fait une thèse de droit, je crois que c'était sa thèse de droit qui portait sur un sujet d'économie, mais bon, il a quand même été formé au droit. Et bien qu'il soit devenu ce qu'on appelle vulgairement prix Nobel d'économie, qui d'ailleurs n'existe pas, c'est le prix de la Banque de Suez en sciences économiques, mais bon, on dit habituellement prix Nobel d'économie, c'était vraiment un esprit encyclopédique, anthropologue, historien des idées, etc. etc. Donc pour moi, c'est vraiment un auteur tout à fait capital. Pour ce qui concerne la France, j'ai été très marqué par Frédéric Bastiat, très amusé par Frédéric Bastiat parce qu'il a l'habitude de concentrer ses propos de manière tout à fait remarquable. Il avait une méthode d'écriture qui était fabuleuse. C'est-à-dire, quand vous lisez Frédéric Bastiat, il meurt en 1850, hein, Frédéric Bastiat, c'est une langue magnifique. C'est-à-dire que tout à la fois épuré, d'une grande limpidité, d'une grande élégance. Et je suis très attaché à cela. Alors, même si j'aime beaucoup Hayek, mais Hayek, c'est pas la même chose, quoi, hein, c'est pas le même style. Et on sait comment il écrivait, c'est-à-dire qu'on sait relativement peu de choses sur Bastiat finalement, mais on sait qu'il arrivait à quelque chose de limpide parce qu'il écrivait plusieurs fois le texte. C'est-à-dire qu'il écrivait quelque chose, ça ne lui convenait pas, il prenait le texte, il le mettait à la poubelle, il le réécrivait. Et on a un témoignage de quelqu'un qui le voit écrire un texte 6 fois consécutivement. C'est magnifique, c'est pas comme aujourd'hui où on essaye d'écrire le plus vite possible, même si on a une bonne plume, c'est un petit peu compliqué. Donc ces qualités littéraires m'intéressent aussi, mais je suis quand même plus attiré par Benjamin Constant, qui est aussi un esprit, alors ça n'est pas un économiste, même s'il a étudié l'économie, il a étudié d'ailleurs en Écosse, ça n'est pas un hasard, dans le cadre de ses études, il a étudié dans plusieurs universités, mais aussi en Écosse, et c'est un écrivain absolument remarquable, d'intelligence, de profondeur, et un excellent écrivain, et aussi un homme politique important. Voilà. Donc, je ne vous parlerai pas d'œuvre, mais d'auteur plutôt. Quand vous dites ce n'est pas un hasard, vous faites référence à la patrie d'Adam Smith ou au fait que l'Écosse était devenue protestante également? Alors, il a étudié à Édimbourg, si mes souvenirs sont bons, pendant pas très longtemps, mais pendant une année. Et il y a étudié les grands économistes écossais. Donc, il a une vraie formation libérale aussi. Même si ça n'est pas un économiste, c'est un philosophe du politique essentiellement. Alors, j'ai aussi un petit faible pour lui parce que je suis constitutionnaliste entre autres, et donc c'est sans doute le plus brillant constitutionnaliste français de la première moitié du 19e siècle, au moins du début du 19e siècle, et pourtant il y avait beaucoup de très bons constitutionnalistes à l'époque. Très bien. Alors, avant-dernière question, conseilleriez-vous à un entrepreneur de créer son entreprise en France ou plutôt de partir à l'étranger pour ce faire? Alors, ça dépend ce qu'il veut faire. S'il s'agit d'être un entrepreneur qui verse dans le capitalisme de connivence, qui ait des connexions avec le gouvernement et qui essaye d'obtenir des subventions, il peut rester en France. Si en revanche, c'est quelqu'un qui a envie de se regarder le soir dans la glace et qui est vraiment entreprenant, qui a une vraie liberté d'initiative et qui est brillant, à regret, je dirais que je lui conseillerais très fortement d'aller voir ailleurs. Bien. Et alors, ma dernière question concerne donc ce média Question R que je viens de lancer justement en tant qu'entrepreneur en France. Donc, je vous ai lu une question qui vous était directement posée par un citoyen. Qu'est-ce que vous pensez du principe de permettre à n'importe quel citoyen justement de poser une question adressée à n'importe quelle personnalité, qu'elle soit très connue ou moins, et que d'autres citoyens puissent financer cette question à partir d'1 centime d'euro, c'est-à-dire le micro-paiement. Et d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir nous dire si, j'ai pas trouvé dans l'histoire du capitalisme, s'il y avait un produit qui coûtait 1 centime d'euro ou l'équivalent dans l'histoire, évidemment, en tenant compte de l'inflation. Donc, ça serait une première pour obtenir une somme qui va permettre à un journaliste professionnel ou citoyen d'aller poser la question à la personnalité et de toucher, on reverse 70% de la somme. Alors, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Peut-être si on prend l'équivalent de la monnaie avec la dépréciation monétaire due à l'État en 2 siècles, peut-être qu'effectivement, on trouverait quelque chose qui valait quelques euros il y a 2 siècles et qui aujourd'hui vaut 1 centime. C'est tout à fait possible.
Alors je dis ça, c'est assez amusant parce que j'avais aussi étudié ce type de questions sur l'ouvrage de Hayek sur la dénationalisation de la monnaie. Et dans ce cadre-là, j'avais vu la dépréciation du dollar ou la dépréciation du franc. C'est assez extraordinaire, ne serait-ce que sur un peu plus d'un siècle. Encore une fois, sur le principe, je trouve que c'est une très bonne chose. Ensuite, il faut faire attention, c'est-à-dire que si vous allez poser une question à Jean-Luc Mélenchon et que ça ne lui plaît pas, ça risque de très très mal se passer. Alors, d'ailleurs, ça m'était arrivé. Je l'avais interviewé dans une manifestation et c'était sur les retraites. Et je lui avais demandé, Monsieur Mélenchon, est-ce que ça ne vous dérange pas de défendre une mesure, donc les retraites par répartition, qui ont été initiées sous Vichy, ce qui est un fait. Hein. Il m'avait dit, on était à l'extérieur, en pleine manifestation, il m'avait dit, sortez. Donc c'était assez drôle. Voilà, on connaît le caractère du monsieur, mais effectivement, alors là, c'est pas justement l'idée, c'est que ce soit plus moi qui pose les questions, mais n'importe qui a un smartphone et qui peut toucher comme ça la somme. Donc c'est vraiment le capitalisme appliqué au journalisme citoyen. Donc voilà, je pense que ça plaira aux libéraux qui nous écoutent. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Feldman, de ce temps passé avec nous. Et donc cette émission sera diffusée sous peu. Et je vous souhaite bonne continuation à l'IREF. Donc, on peut renvoyer également au site de l'IREF. Donc, c'est iref.europe.org, c'est bien cela? Alors, ça doit être ça. Voilà. Je vais vérifier tout de suite parce qu'effectivement. Bon. Si on ne trouve pas, on met IREF Europe et voilà, vous tapez IREF Europe dans le. Voilà. C'est ça. Donc, étant précisé que nous analysons 6 jours sur 7 l'actualité. Donc, il y a des articles de fond, il y a des vidéos. On essaie de se développer de plus en plus, mais il y a surtout une analyse quotidienne de l'actualité sous un angle libéral et parfois avec un angle un peu humoristique aussi. Tout à fait. On passe le bonjour à Nicolas Lecossin et Jean-Philippe Delsol, qui sont des amis de cette chaîne. Monsieur Feldman, merci encore et à très bientôt. Merci. Au revoir.